L'agriculture, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Et donc, il y a aussi, en achetant tous les jours avec notre carte bleue, la possibilité d'orienter l'achat vers des productions plus ou moins carbonées. On sait aussi que c'est un levier de captation de CO2 en fonction des cultures qu'on met en place. Est-ce que là, il y a des bonnes pratiques que vous avez observées, des pistes qui vous semblent particulièrement intéressantes pour réussir à faire en sorte que l'agriculture fasse partie de la solution plus que du problème à terme? Alors au She Project, on a commencé à travailler là-dessus et il y aura le 6 juin, si ma mémoire est bonne, un événement de présentation de ce qu'on appelle un rapport intermédiaire. Alors un rapport intermédiaire, dans notre jargon, c'est un être hybride qui se situe entre un partage du cahier des charges, en disant voilà comment on a compris la façon dont il fallait s'attaquer au problème, et un début de préconisation. D'habitude, on fait pas mal de préconisations dans les rapports intermédiaires. Là, on va en faire moins que d'habitude. Et on va surtout bien préciser le cahier des charges en disant voilà ce qu'on a compris sur la quadrature du cercle à laquelle il faut s'attaquer. Alors sur les 30%, là-dedans, vous avez à peu près 10% qui viennent de la déforestation, qui est un processus amont de l'activité agricole. Je dis historiquement, mettre des champs en culture, c'est couper c'est enlever ce qu'il y avait avant. Et cette déforestation, elle a toujours accompagné l'expansion démographique. L'Europe a massivement déforesté au début du deuxième millénaire, les États-Unis ont massivement déforesté après l'arrivée des colons blancs, la Chine a massivement déforesté il y a un siècle, et en ce moment, c'est le tour de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud-Est. Et à chaque fois, c'est exactement le même déterminant, c'est l'expansion démographique qui engendre. Voilà. Vous avez un deuxième déterminant qui vient se rajouter là-dessus, qui est la part de la viande dans la ration alimentaire. Mais il ne faut pas oublier le premier, qui est tout simplement l'expansion démographique. Et donc, les gens font des champs, donc ils coupent ce qu'il y avait avant. Dans les 20% qui restent, il y en a une bonne partie, on va dire à peu près 15%, qui vient du méthane. Le méthane est un gaz qui est émis dans le domaine agricole par les rizières et par la fermentation entérique des ruminants. Et il y a à peu près 1,5 milliard de vaches sur Terre actuellement. Et l'autre gaz émis, c'est du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui vient des engrais azotés après épandage. Alors c'est vrai pour les engrais de synthèse, c'est aussi vrai pour les fumiers et lisiers. À partir du moment où on épand des engrais azotés, il y a une petite partie des nitrates qui sont contenus dans ces engrais qui subissent une réaction chimique au contact du sol, une réduction en l'occurrence, et qui se transforme en protoxyde d'azote, voilà, qui est un gaz à effet de serre. Donc, les bonnes pratiques, une fois que j'ai dit ça, on les imagine assez facilement. C'est moins déforesté, mais une fois qu'on l'a dit, il faut encore le faire. Et puis, c'est diminuer la part de viande, et en particulier la part de viande de gros animaux, parce que plus l'animal est gros, moins il est efficace dans la conversion de biomasse végétale en biomasse animale. Donc les vers de terre, c'est pas terrible, mais enfin, il vaut mieux manger des vers de terre que des poules, et il vaut mieux manger des poules que du bœuf, en gros. Voilà. Il y a un cas particulier pour les animaux d'élevage laitier, parce qu'ils ne produisent pas que de la viande, ils produisent aussi du lait, et on peut voir la carcasse comme une valorisation de déchets, ou la voir comme un produit en tant que tel. Donc malheureusement, c'est la charolaise ou la limousine qui ne fait que de la viande, qui est le truc le plus nocif pour le climat. La vache de réforme, c'est mieux. Voilà. Bon. Et par ailleurs, les systèmes laitiers, ou les systèmes d'élevage, plus exactement herbagés, ils permettent de valoriser des surfaces qui, sinon, seraient parfois plus difficiles à valoriser autrement, en particulier dans l'agriculture de montagne. Et puis, si on commence à retourner les prairies pour faire plus de culture végétale à la place de l'élevage, eh bien, là, il y a une sanction directe sur la biodiversité. Et il y a également, à court terme, une sanction directe sur le relargage de carbone du sol, comme quoi rien n'est simple. Mais donc, dans les bonnes pratiques, il y a effectivement le fait... Alors, il y en a plein. Il y a le fait de limiter la viande, il y a le fait de limiter la déforestation, ce qui va aussi avec le fait de limiter la viande à population constante, parce que du coup, on a besoin de moins de produits végétaux. Et puis, il y a tout un tas de trucs qui relèvent des arbitrages entre production végétale. Les types de cultures qu'on va mettre en place. Oui. Par exemple, on pourrait très bien dire que les voitures, on en supprime une sur deux, du coup, on n'a plus besoin de biocarburant, du coup, on n'a plus besoin de champs de colza, et à la place, on y met de la luzerne. Bon. Par exemple, on pourrait très bien se dire que ce qu'on veut, c'est maximiser la productivité agronomique et revenir pour partie à des prédateurs naturels, donc des oiseaux et des insectes qui en bouffent d'autres. Et à ce moment, on remet des haies partout, on diminue la productivité économique et on augmente l'emploi. Bon. On
pourrait se dire qu'on fait ça, mais la sanction, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les produits vont coûter plus cher. Vont coûter plus cher et il faut l'accepter. Enfin voilà, on a également des marges de manœuvre dans l'agroforesterie parce que ça remet du carbone dans le sol et que c'est une bonne chose à faire. Le couvert végétal permanent, qui est également quelque chose qui remet du carbone dans le sol et qui est une bonne chose à faire. On peut faire un peu de méthanisation pour remplacer le carburant des tracteurs parce que c'est pas demain matin qu'on va remettre 5 millions de personnes à sarcler les rangs de patates. Donc on peut faire un peu de méthanisation pour, en priorité, fournir l'énergie décarbonée à la mécanisation agricole. Et absolument pas pour injecter dans le réseau et alimenter des chaudières à gaz qu'il faut remplacer par des pompes à chaleur. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses et de bonnes pratiques qu'on peut faire. Et le Yaka Faucon se heurte à deux choses. C'est le comportement du consommateur. Et par ailleurs, le fait qu'en Europe, puisque nous sommes en Europe, il y a quand même une délégation à l'entité supranationale qui est l'Union européenne d'une très large partie des compétences en matière d'agriculture qui pose nécessairement question à partir du moment où on doit refaire des choses qui sont très adaptées au contexte local. C'est bien de faire des trucs à l'échelle européenne à partir du moment où on veut une agriculture de commodité à l'exportation. C'est parfait, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. À partir du moment où on veut une agriculture très adaptée à des éléments contextuels locaux, la centralisation d'un certain nombre de règles est essentielle, mais on va avoir besoin de décentraliser l'action. Et donc les modalités économiques, normatives, etc. Voilà, c'est pas. On en est quand même arrivé à un stade où de temps en temps l'Union européenne dit les AOC c'est du protectionnisme, donc quand même si on pouvait en avoir moins, ça serait bien, quoi. Alors que pour moi c'est l'exact inverse qu'il faut faire, puisque c'est des cahiers des charges de qualité. Enfin, ou en tout cas, on peut les rendre de qualité face auxquels le consommateur est prêt à payer plus cher, en général. C'est vrai que c'est un sujet sur la table avec la stratégie Farm to Fork, mais il y a encore un peu d'explication de texte à faire, à la fois effectivement pour les consommateurs, mais pour toutes les parties prenantes qui sont concernées, pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Voilà.